Ce qui se passe, c'est... Attendez, je m'en vais dans mon Google, aller chercher ça. Voilà. Ce qui s'est passé, c'est que le rapport est divisé en 5 énoncés ou questions énoncées, ou moi j'appelle ça des volets. Et pour chacun de ces volets-là, j'ai fait une description des ressources qui pourraient vous aider à rejoindre les recommandations. Alors, le premier, c'est le curriculum et l'enseignement. Nous avons eu beaucoup de ressources déjà aujourd'hui. Maintenant, ce que le ministère de l'Éducation est en train d'essayer de faire en ce moment, c'est de réécrire le curriculum. Ça a été fortement recommandé par la Commission des droits de la personne en Ontario. Alors, on fait des efforts, c'est pas un projet facile. Ça prend des gens qui connaissent la science de la lecture afin de faire ça. Mais je suis consciente du fait que les gens font une tentative honnête. Maintenant, les formations de la faculté de lexigraphie, c'est sûr que voici le site web. OK, voilà. Qui sommes-nous? Voici plein de formations. Attendez, formations sont ici. Il y a des formations qui sont des rediffusions de dîners-conférences et il y a d'autres formations de plusieurs jours, des formations d'une journée. Puis Lise et Michel en ont mentionné plusieurs déjà. Alors, je vous invite à aller. Moi, je suis une élève de la faculté de lexigraphie parce que j'apprécie énormément. Moi, j'ai appris beaucoup sur la linguistique grâce aux formations de Lise. Et maintenant, Michel aussi s'est joint. Phino Éducation aussi est une organisation qui offre des formations en linguistique et en morphologie. Les ressources de notre site web. C'est tout un projet, mais ça a commencé très petit. Je me suis dit, je suis sur le conseil exécutif, il y a une demande. Au début, la demande, c'était plutôt en immersion, mais maintenant, les francophones de la province aussi aimeraient des ressources. Alors, quand on va au site web de IDEA Ontario, on n'a seulement qu'à aller aux ressources francophones en littératie structurée. Et puis, il y a des ressources pour les enseignants et les enseignantes. Michel a traduit un article très intéressant et important de Louisa Moats, je dirais la gourou de la science de la lecture et de l'enseignement de la littératie structurée, c'est Louisa Moats, entre autres. Et son article a été adapté pour nos francophones parce que ce n'est pas une traduction, c'est une adaptation. Notre code est très différent de l'anglais. Alors, on apprécie énormément les efforts de Michel à cet égard. Michel a aussi adapté un autre article par Louise Spear-Swerling, aussi une gourou en sciences de la lecture. Elle a adapté cet article qui définit c'est quoi la littératie structurée. Il y a des volets très importants. C'est pas juste le décodage et l'encodage. Il y a la compréhension de lecture, le développement de la communication orale, la fluidité, l'écriture. C'est très bien expliqué ici dans cet article-ci, ainsi que dans l'article de Louisa Moats. Alors, des belles ressources pour les enseignantes et les enseignants. Aussi, nos cadres, ça serait très important. Vous avez vu comme Ron, il fait partie du cadre de son conseil scolaire. C'est très important que nos cadres soient embarqués dans cet effort. Stephen Lecce s'est prononcé de façon très claire en Ontario. Les 157 recommandations du rapport du droit de lire seront suivies dans le nouveau curriculum ontarien. Alors, ça, c'est encourageant. Ça ne sera pas facile, mais c'est encourageant. Ensuite, un autre gros volet. Alors, ça, c'était les renseignements pour l'enseignement. Maintenant, créer une leçon basée sur la littératie structurée, basée sur la science de la lecture. Ici, nous avons plusieurs ressources. J'ai même un gabarit pour un plan de leçon qui est beaucoup plus simple que celui de Michel et de Lise, mais il y a des bonnes bases quand même. Et
vraiment, le gros message, c'est soyons multisensoriels, suivons une progression des apprentissages basée sur nos besoins, les besoins de nos élèves. C'est une approche très graduelle avec beaucoup de revues quotidiennes. C'est une approche qui inclut beaucoup de lectures et de livres décodables ou de syllabes, mots, phrases, toutes reliées au même concept qu'on veut enseigner. Ensuite, l'écriture ou la dictée ou l'écriture reliée à ce qu'on a enseigné, jamais avec des termes qui ne sont pas enseignés. Et si on le fait, on l'explique aux élèves avant, comme Lise nous a précisé. Là, alors, il y a beaucoup d'informations sur la phonétique. On a une liste de livres décodables. Ici aussi. Ensuite, des outils pour la salle de classe. Michel et moi, nous allons faire le ménage avec cette liste de ressources parce qu'il y a certaines ressources qui sont moins reliées à la science de la lecture maintenant parce qu'il y a eu beaucoup de recherches depuis le début de ce site. Alors, ensuite, il y a des ressources pour les interventions individuelles en petits groupes. Alors, ce que j'aime, c'est lorsqu'on fait un enseignement où on a des petits centres dans la salle de classe, ça nous donne du temps pour intervenir au deuxième palier de la réponse à l'intervention. Parce que oui, c'est vrai que la plus grosse intervention, c'est celle au premier palier où on enseigne les fondements de la lecture et de l'écriture. Très, très, très important. C'est souvent quelque chose qui ne se passe pas en ce moment. Et c'est pour ça qu'on a plus de 30% de nos élèves dans la province qui ne lisent pas à niveau. On a utilisé la méthode de la littératie équilibrée ou des 3 indices qui ne sont pas thérapeutiques du tout pour l'apprentissage de la lecture. Alors, si on retourne au fondement, au premier palier, ensuite, si on fait des activités de petits groupes pour rejoindre à nos élèves qui seraient dans le deuxième palier, c'est très possible. Aussi, en enfance en difficulté, ces gens-là peuvent nous aider. Et au 3e palier, l'intervention très pointue, plus intensive, peut aussi se faire à l'aide de quelques ressources que nous avons énoncées ici. Ensuite, de l'information sur la dyslexie pour les parents, les enseignants et les enseignantes aussi. Alors, je retourne à mes diapos. Attendez, je dois bouger les photos ici. Alors, je retourne à View, Slideshow. D'accord? OK, je retourne. Je m'excuse, je ne peux pas. Afin de pouvoir aller aux sites web qui sont énoncés ou démontrés dans les diapos, je dois retenir cette vue. Je ne peux pas. Alors, c'est correct. Je pense que c'est assez visible quand même. Alors, ensuite, attends une minute. Ressources, curriculum, d'accord, j'ai fait ça. Bon, Lise mentionnait le National Reading Panel Practical Advice for Teachers de Tim Shanahan. Je trouve ça tellement important. J'ai fait une diapo qui rejoint ça. Alors maintenant, je vais mettre le slideshow comme ça. Voilà. Si vous allez voir ce rapport, c'est très, très important. Ce que ça donne, comme Lise disait, Tim Shanahan, lors de ce rapport, nous a montré comment enseigner aux élèves à lire, c'est ça. Alors, la conscience phonémique, la phonétique, la communication orale et la lecture orale et la fluidité, le vocabulaire, la compréhension. Alors, je vous ai mis le lien et très, très, très spécial cette ressource. Merci beaucoup, Lise. Juste pour dire, si vous ne savez pas qui est Tim Shanahan, je vous suggère de taper son nom. Il y a un blog super intéressant. C'est un prof de l'Université de Chicago. Il a travaillé sur le National Reading Panel, puis il était le chair, le président, si vous voulez, du National Early Literacy Panel. Puis c'est un gars qui ne pensait jamais se retrouver à enseigner dans des classes, puis il a commencé en maternelle. Donc, c'est un prof d'université qui a travaillé dans les classes, qui connaissait ce qu'il fait. Oui. Ensuite, Lise nous a aussi partagé enseignement explicite et développement de compétences. Cet article-là, je l'ai trouvé tellement important parce qu'il est récent, publié en 2020, un article francophone
Bien, peut-être, OK, traduit, je m'excuse, mais courant. Alors, la science de la lecture est bien explicitée ici dans cet article. Ce que j'ai beaucoup aimé, très simple, il y a une section mais j'ai copié une section. Attendez une seconde, je retourne. Il y a une section qui explique qu'est-ce que c'est l'enseignement de la lecture explicite ou l'enseignement explicite de la lecture. Alors, je vous invite à aller visiter. Ensuite, là, Tim, on l'a déjà vu. Ici, le ministère de l'Éducation de l'Ontario. Je ne sais pas si vous saviez, mais le 20 octobre, la province a annoncé que à partir du mois de septembre 2023, tous les élèves du jardin à la 2e année devront être dépistés. Nous devrons faire un dépistage précoce afin de signaler qui sont les élèves qui auraient besoin d'un petit peu plus d'intervention et afin d'aller rejoindre leurs besoins le plus tôt possible. Un enfant en maternelle jardin, première année, ça prend quelques semaines, quelques mois à aller les aider. Un enfant qui est en 3e, 4e année, qu'on n'a pas dépisté du tout, qu'on n'a pas évalué du tout parce que le conseil attend des évaluations diagnostiques très chères, puis qu'il y a une grande liste d'attente, ces élèves-là, maintenant, ont eu 3 ans en première, 2e, 3e et 2 ans à la maternelle jardin, 5 ans de scolarité de découragement. Je ne sais pas si vous saviez, mais 80% des élèves qui ont des problèmes de lecture souffrent d'anxiété. On détruit nos élèves lorsqu'on attend trop longtemps avant de les aider. Alors, c'est très important d'intervenir plus tôt et la province écoute les recommandations du rapport du droit de lire. Alors, je trouve que cette annonce a été très, très, très importante et voilà le lien. Voici, je retourne. IDAPEL, c'est une ressource encore qu'on a discuté de ce matin. Alors, j'ai mis le lien là, vous pouvez aller l'étudier. L'enseignement des correspondances phonèmes-graphèmes par Elisabeth Beaulieu. Alors, Elisabeth Beaulieu a travaillé avec Alexandrie Major. C'est une enseignante à Kingston qui a créé cette vidéo. Peut-être que vous ne le connaissez pas. Alors, vous êtes maintenant sur la page des webinaires qui ont déjà eu lieu et qui sont gratuits avec notre organisation. Alors, si vous allez visiter cette page-là, alors on va à Events Previous Webinars, c'est là que je suis. Vous allez trouver la formation d'Elisabeth Beaulieu. Elle a un don pour très bien expliquer qu'est-ce qu'on fait avec nos élèves pour débuter dans l'enseignement des correspondances graphèmes et phonèmes. Alors, je vous invite à aller voir ça. Les ressources sont gratuites. Toutes ces ressources sont là, des cartes avec les phonèmes et les graphèmes, la procédure pour un plan de leçon, la procédure pour une révision d'un plan de leçon. C'est vraiment excellent pour la maternelle et le jardin. D'accord? Alors, je vous encourage d'aller voir ça. Ensuite, c'est sûr, les recommandations de Ron de ce matin pour le dépistage précoce, les recommandations de Michel et de Lise. On a tellement de belles ressources aujourd'hui. Nous sommes tellement, tellement chanceux d'avoir eu Michel, Ron et Lise parmi nous aujourd'hui. Ce sont des gens riches en expérience et en ressources. Et maintenant, les choses dans la province vont bouger dans le milieu francophone et dans le milieu de l'immersion. Ensuite, pour les mesures d'intervention en lecture, ça, c'est un autre volet dans les recommandations du projet du droit de lire. Alors, encore les ressources en littératie structurée de notre site Web. Nous avons ici, il y a eu plusieurs questions au sujet des progressions des apprentissages. C'est difficile d'en créer une en soi. C'est bien d'aller en consulter et d'étudier nos élèves et de modifier afin de rejoindre leurs besoins avec notre propre progression des apprentissages. Je sais que Lise et Michel en ont des très bonnes. Ici, dans le dossier qui accompagne Our Favorite FSL Tools, un webinaire que nous avons fait au mois de février, nous avons plusieurs exemples de progression des apprentissages.
dans une collection de diapos. Alors, si cela vous intéresse, c'est une ressource très riche. Alors, je vous invite à aller voir ça. Et ainsi que les autres documents dans cette formation. Il y a beaucoup, beaucoup d'informations. Alors, je vais vous donner des échantillons là ici. Voici, il y a une progression des apprentissages dans une série qui s'appelle Léo et Léa. La progression des apprentissages de Happily. Il y a la progression des apprentissages de Raconte-moi les sons qui est là aussi. Ici, la progression de Calulu. Ici, c'est... Oh! Une progression des apprentissages pour pratique phonémique, qui est le développement de la conscience phonémique. Alors, ça, c'est très, très bien aussi. Ensuite, ici, ça, c'est une syllabe à la fois, la progression des apprentissages d'une syllabe à la fois. Ici, il y a un bon programme. Si vous êtes en immersion, I Can Read in French, très bien aussi, en fait, de progression des apprentissages. Alors, on est chanceux, on a beaucoup de ressources. Il s'agit seulement de les étudier et de les adapter aux besoins de nos élèves. D'accord? Ensuite, ici, je veux vous montrer. Là, l'année passée, le 5 novembre, nous sommes rencontrés les quatre, Ron, Lise, Michel et moi, pour vous présenter la science de la lecture ou bien la littératie structurée. Et puis, à ce moment-là, on avait demandé de l'argent et maintenant, cette formation-là est rendue gratuite parce que ça fait 1 an. Alors, tous les documents que nous avions offerts à ce moment-là sont maintenant disponibles, ainsi que les bandes vidéo. Moi, ce que j'aimerais faire, c'est vous montrer, à partir du site web de IDEA Ontario, le réseau de vidéos sur notre réseau YouTube. D'accord? Alors, si vous allez... Attends une minute, ça n'a pas marché. Ah, peut-être. J'y vais encore. Alors, dans notre réseau YouTube, nous avons ici French Science of Reading Workshop Part 4, Part 3, Part 1, Part 2. Ça, c'est la formation de l'an passé du mois de novembre. Et nous vous avions offert les bases en tout, en littératie, en pratique, en conscience phonologique, conscience phonémique, plusieurs indices sur le code du français, Michel sur la littératie structurée, Ron sur son expérience dans son conseil scolaire, les succès qu'ils avaient eus basés sur la littératie structurée. Alors, je vous invite à aller visiter notre site web avec plein de bandes vidéo gratuites, d'accord? Et les ressources qui accompagnent. Alors, je retourne. Ici, attends une minute, je suis allée trop vite encore. Ensuite, encore, il y a des ressources qui correspondent aux 2 volets, l'intervention en lecture et l'enseignement et le curriculum. Alors, les voilà. Voici la diapo qui correspond à la formation du mois de novembre l'année passée. Ensuite, il y a un document que j'adore parce qu'il explique l'enfance en difficulté en Ontario. Il y a plein de gens qui ne connaissent pas ce document-là. L'éducation de l'enfance en difficulté en Ontario, ça dit que c'est une ébauche, mais toutes les procédures pour la création d'un PEI, l'implication du personnel enseignant dans le PEI, l'implication des parents dans le PEI, les comités IPR, les accommodements, les modifications, c'est vraiment un guide exceptionnel pour l'enfance en difficulté en Ontario. Je vous invite à aller le visiter. Moi, ce que j'adore, je suis thérapeute en dyslexie formée en sciences de la lecture et il y a une page là-dedans que j'adore, c'est la page 42. J'ai une petite poussière sur mon ordi. OK. La page E42 qui donne beaucoup, beaucoup d'accommodements qu'on pourrait inclure dans un PEI. Alors, cette page-là, je la partage avec les enseignantes et les enseignants avec qui je travaille et avec les parents, parce que quand on s'assoit pour faire un PEI, c'est primordial qu'on rejoigne
les besoins de nos élèves afin de les préparer pour une vie qui aura du succès. Alors, moi, je vais faire un stop share en ce moment pour vous montrer qu'est-ce qui se passe ou pour vous expliquer qu'est-ce qui se passe dans plusieurs écoles. Parce qu'on croyait que les élèves ne pouvaient pas apprendre à lire, on leur a donné beaucoup de technologies comme accommodement, puis on a abandonné l'enseignement de la lecture. Il y a plusieurs écoles qui n'en font plus ça, qui s'attardent très bien à enseigner la lecture, les fondements de base en lecture et tout ça, c'est merveilleux. Il y a eu du progrès. Mais il y a beaucoup d'écoles encore qui croient qu'un pays devrait seulement comprendre les adaptations et la technologie. Mais ce n'est pas ça qu'on veut maintenant. Alors, les recommandations du droit de lire sont très claires là-dessus. Nous devons inclure dans les PEI ce que nous allons faire pour enseigner à nos élèves comment lire et écrire. Très, très, très important. Ce qui est arrivé, ce qui arrive encore, c'est que beaucoup de nos élèves ont des modifications dans leur PEI, arrivent au secondaire encore avec beaucoup de modifications et qui ne peuvent pas recevoir leur diplôme en sortant de l'école secondaire. Ce n'est pas le cas dans toutes les écoles. Je sais qu'à Sudbury, il y a de très bonnes pratiques pédagogiques qui se passent et que les élèves qui arrivent au secondaire reçoivent très peu de modifications et ceux qui reçoivent des modifications, on leur montre comment aller faire des cours de rattrapage afin de pouvoir aller chercher leur diplôme au secondaire et afin de se préparer pour le marché du travail ou pour le collège ou l'université. Donc, c'est très, très, très important que les PEI comprennent non seulement les adaptations en technologie, mais aussi les adaptations qu'on a besoin, telles que dans la liste que je vous ai montrée, et telles que ce qu'on a besoin pour apprendre à lire. Alors, il y a 22 nouveaux commentaires dans le chat. Merci les gens qui font comme ça. Moi, je tiens ça beaucoup à cœur parce que je fais de la thérapie en dyslexie et je reçois les élèves de 4e année, 5e année qui sont découragés, qui font de l'anxiété, qui ont des troubles déficitaires au niveau du comportement, qui ont des troubles déficitaires d'attention aussi, des TDAH. En tout cas, je retourne. Ici, il y a des défis systémiques. Auparavant, on attendait, ce n'est plus recommandé d'attendre jusqu'à la 3e, 4e année pour faire une évaluation diagnostique, comme je vous ai dit. Maintenant, nous devrons faire du dépistage précoce. Et ça, c'est très important. Il faut aussi que les outils de dépistage soient fondés sur des données probantes et des résultats de dépistage précédents. Et il faut qu'ils soient basés sur la science de la lecture. Il faut que ce soit des outils utiles. Moi, tout ce qui a été recommandé aujourd'hui, c'est fort, c'est relié à la science de la lecture et je vous invite à expérimenter, à les analyser, à les étudier et choisir les outils qui vont rejoindre les besoins de votre conseil scolaire et de vos élèves. Alors, qu'est-ce qu'on fait maintenant? Avec le dépistage précoce, peut-être qu'il va y en avoir des élèves qui vont avoir des grands besoins, qui vont avoir besoin d'évaluation diagnostique, c'est très bien. Mais on n'attend pas d'intervenir avant que l'évaluation diagnostique ait eu lieu. On intervient dès le jardin, dès la première année, même en maternelle. Nos élèves de 4 ans, s'il faut faire un petit groupe d'élèves puis jouer des jeux pour aller trouver les sons et faire de l'intervention à littératie structurée avec des élèves de 4 ans, c'est très, très, très possible. D'accord? Alors, il y a beaucoup de ressources à cet effet. Si vous voulez m'écrire personnellement, je serais très, très voulante de vous partager plein d'exemples de ressources et d'activités. Ensuite, j'aimerais citer, du point de vue des droits de la personne, il est essentiel que les élèves qui en ont besoin aient un accès équitable aux mesures d'intervention et d'adaptation, que leurs parents aient les moyens ou non de leur payer des services d'évaluation privés. Je suis certaine que vous êtes conscient du fait que dans plusieurs conseils, ce qui est arrivé,
dans la province, c'est que on disait aux parents, ben, il y a une liste d'attente pour l'évaluation psychoéducationnelle. On ne fournit pas de services aux élèves avant qu'ils aient eu cette évaluation. Donc, ce ne sera pas avant que votre enfant soit en 3e ou 4e année qu'il pourra avoir de l'aide. Moi, je l'ai dit même en tant qu'enseignante ressources, avant que je connaisse tout ce domaine sur l'enseignement de la lecture fondé sur la science de la lecture, je le disais moi-même à des parents et je suis coupable, je me sens très coupable d'avoir fait ça. Alors, il faut que tous les élèves aient droit à un dépistage précoce et aux évaluations psychoéducationnelles qui sont importantes pour ceux qui ont des grands besoins. Alors, le ministère a accepté qu'ils vont suivre la recommandation qui dit que nous devons mettre de côté des fonds qui vont permettre les évaluations psychoéducationnelles qui sont nécessaires. Alors, je voulais simplement vous dire ça. Alors, je retourne et nous sommes maintenant à la période de questions. Alors, je vais retourner dans le chat. OK? Allez voir si... attendez. Joanne, si je peux juste te dire, Michelle est active dans le chat. Elle a répondu peut-être à beaucoup de questions. Si vous en avez d'autres, on vous encourage de les mettre dans le chat. Oui. Puis s'il y en a qu'on a manqué parce que ça défilait rapidement, vous pouvez aller faire un copier-coller puis les remettre. L'autre chose, je voulais juste te dire, Joanne, si tu veux, parce que Michel a rajouté de nouveaux prix. Si tu veux, au moment de faire les tirages pour lexigraphie, je vais partager mon écran parce que je les ai tous écrits sur mon PowerPoint à moi. Parfait. Moi, j'ai imprimé les questions qui ont été envoyées lors de l'inscription des gens qui participent aujourd'hui. Alors, je vais en lire quelques-unes. Comment adapter nos approches pour desservir les élèves en apprentissage virtuel qui ont des besoins particuliers au niveau de la lecture? Je dois dire... Oui, vas-y. Ben, je vais te laisser, mais j'ai un commentaire à faire là-dessus. D'accord. Vas-y. L'approche multisensorielle est très valable et peut se faire quand même au virtuel. 90% de mes clients, moi, c'est au virtuel. Depuis, COVID nous a montré comment faire plein de choses. Mais c'est très important que les élèves aient tous les outils. Quand moi, j'utilise des blocs pour faire la conscience phonémique, je veux que les parents ont les blocs. Il y a des doubles de tout, c'est bien organisé, puis mes parents sont toujours présents pendant l'enseignement. Il faut qu'il y ait un adulte là. Au fil du temps, des fois, c'est pas nécessaire que les parents demeurent dans les leçons, mais je trouve que j'ai des leçons très systématiques d'un pas à l'autre. On fait nos sons, on fait nos mots, on regarde les règles, on fait des mots usuels, on fait la lecture de phrases reliées au code que j'enseigne, etc. On fait l'écriture de mots reliés au code, l'écriture de sons reliés au code, on fait de la compréhension de lecture, on fait de l'écriture, je vais dire l'écriture vraie des phrases. En tout cas, ça peut être très systématique au virtuel. Alors, Lise, veux-tu continuer? Oui, ben en fait, j'ai participé à un groupe de co-développement pendant la pandémie avec l'Association des orthopédagogues du Québec sur justement comment est-ce qu'on s'adapte à enseigner en ligne. On avait fait ça en septembre 2020. Puis, ce qui en est sorti, c'est que tu ne changes rien. Il faut que tu enseignes les mêmes choses. C'est juste le véhicule qui est différent. Comme Joanne vient d'expliquer, il faut que le parent soit là. Moi, c'est certain que je travaille avec une clientèle qui est un peu fortunée. Fait que moi, je disais à mes parents, si vous voulez travailler avec moi, ça te prend un iPad puis un iPencil, puis tout va bien aller. Puis leur morceau de papier, c'était un iPad. Je renvoyais ensuite aux parents les images, les photos de ce qu'on avait fait. Je pense aussi qu'il y avait eu une formation, si ça peut intéresser, là, avec l'Association des orthopédagogues du Québec qui est en ligne sur justement enseigner en ligne. Là. Ça pourrait être quelque chose qui peut les intéresser. J'aimerais montrer un outil que j'adore dans l'enseignement virtuel. Moi, j'aime que les élèves interagissent et c'est possible, comme tu dis, il y a un crayon puis un iPad. Il y a un jeu gratuit qui s'appelle wordwall.net. Puis moi, je vais dans communauté, puis on va dire que je veux enseigner le E accent circonflexe. D'accord? Mon accent circonflexe. Voilà. Je mets E accent circonflexe dans la recherche. Et puis,
Où est-ce que j'ai un short vowel? Non. OK, je vais dire les mots féminins. Les mots au féminin. Là, ça, c'est plus loin, là, c'est pas tout de suite. Voilà. Je sais qu'on enseigne le français dans ça. Vas-y. Voilà. Adjectif au féminin. Voilà. Alors, il y a plein de jeux. Moi, je donne la souris à mes élèves et puis les élèves travaillent avec moi. Maintenant, ils ont du plaisir à apprendre parce que c'est vrai que le virtuel, c'est pas pareil, c'est pas en personne, on peut pas les taper sur le dos et dire ah, beau travail. On peut quand même les féliciter, mettre des beaux sourires, tout ça. Mais voilà, ça s'appelle wordwall.net et puis il y a plein de ressources là-dedans. Vous n'avez seulement qu'à les expliquer aux élèves, expérimenter avant d'y aller, aller les trouver avant d'y aller, mais c'est là, c'est merveilleux. Si vous voulez créer des nouvelles activités, là, il faut payer, mais c'est pas cher. Alors, une autre question. Comment soutenir nos enseignantes qui enseignent dans une école d'immersion qui sont responsables à préparer la littératie structurée en anglais et en français? Bien, j'espère que on a fait beaucoup allusion à tout ça pendant la journée. Michel, Lise et Ron, auriez-vous d'autres choses à ajouter? Je peux juste dire que l'année dernière, j'ai fait un petit webinaire, un dîner-conférence justement sur les similarités puis les différences entre les structures françaises et anglaises. C'est un webinaire, ça coûte 15$, tu peux aller voir sur Lexigraphie, mais il y a beaucoup de choses qui sont pareilles, mais il y a plein de choses qui sont différentes qu'on devrait savoir, mais les structures syntaxiques, on parle de qui, qu'est-ce qu'on en dit? Les familles de mots, c'est la même chose. Les phonèmes, les graphèmes sont pas pareils, les voyelles sont complètement différentes, mais la majorité des consonnes sont identiques en français et en anglais. Là, un T, c'est un T. Donc, il y a des liens à faire, mais il faut faire attention quand on choisit du matériel qui a été écrit ou traduit de l'anglais. Moi, je vois beaucoup de choses qui ont des structures syllabiques anglophones, pas de E muet, par exemple, dans des mots. Ça n'existe pas en français. Tu ne peux pas mettre Rob, R-O-B. Ça n'existerait pas en français, un mot comme ça. Il y aurait un E tout le temps. Fait qu'il faut juste connaître assez bien les structures, mais quand tu enseignes les deux, moi, j'enseigne les deux. Je suis une des rares personnes, because I'm a simultaneous bilingual. J'ai appris les deux en même temps. Je ne me souviens pas d'avoir appris l'anglais. On me dit que j'ai commencé à le parler quand j'avais 6 ans, mais que je comprenais tout. Mais il y a des choses qu'on peut utiliser qui vont être pareilles. Ce qui va arriver, c'est qu'il faut expliciter ce qui est pareil, puis expliciter ce qui est différent. OK? Il ne faut juste pas s'attendre à ce que l'enfant va l'inférer. Et comme Michel, je pense qu'elle a écrit, il n'y a aucune recherche qui montre que le français ou deux langues va avoir un effet négatif sur un apprenant. Exactement. Donc. Merci, Lise. Oui. Écoute, je vais faire du pouce là-dessus, puis c'est un petit peu une des critiques que j'ai de facile à lire parce que dans certains livres, on a le nom comme Jade. En français, Jade, ça serait avec un E. C'est rare que j'aurais un mot avec un D final audible. Puis ils ont changé dans la nouvelle série, au lieu de Luc, ils ont mis Lulu, alors que Luc, c'est pas mal plus fréquent que Jade avec juste un D. Mais le mot avec existe, là. Donc, le C dur en finale de mots, c'est pas ça qui pose problème. C'est parce que dans les commentaires qu'on avait soulevés, à un moment donné, c'était vraiment de ne pas contaminer, si on veut, dans un contexte très voulu, très simple, d'avoir des mots avec des C durs et des C doux, alors qu'on cible autre chose, ou d'avoir des C qui font S, puis un S qui ne fait rien dans le livre syllabique de S au début de mot. Donc, il faut vraiment s'assurer là, que la structure de la langue, elle a été considérée. Et puis, on n'a pas à se soucier autant des structures syllabiques en français. C'est pas comme en anglais où la structure syllabique va changer, tu sais, la durée de longueur de la voyelle, des choses comme ça. Donc, tu sais, ça va falloir l'expliciter, mais il y a beaucoup de richesses à exploiter entre les langues qui permettent d'être plus efficaces. Tu sais, un des exemples, c'est dans le mot doigt. Comment est-ce que je vais me rappeler que doigt, il y a le GT que je n'entends pas? Ben, digital. Tu sais, I bought, en français, c'est j'ai acheté. Bon, ben, le j'ai acheté des formes irrégulières des verbes, c'est la structure à privilégier. Donc, tu peux seulement faire appel à des trucs comme ça quand tu es bilingue. Il n'y aura pas des trucs pour tout, mais on est capable de s'aider comme ça entre les deux langues si on ne le traite pas comme un tabou, tu sais. Les lettres muettes. Tu sais, quand camping, c'est comme... Tu
Tu sais, il faut juste faire attention de leur dire que Nord, c'est pas un T à cause de North. Mais il y a plein de choses pareilles. Quand tu n'entends pas quand tu sais pas si c'est un AN ou un AEN, ben, je peux le savoir si le mot existe en anglais. Je vais entendre A, puis je vais entendre E en anglais. OK? Ça peut être ça aussi. Pas toujours, mais il y a des richesses. C'est des choses dont je parlais justement là, dans le petit webinaire que j'ai donné. Il est en Même ligne. même quand les anglophones disent, ben moi, je suis pas capable de faire le R français. Je leur dis, ah non, ben dis donc, wedding. Mais étire ton R. Wedding. Wedding. Wearing. Wedding. C'est très semblable. Là. C'est rare que j'ai pas de succès avec ça. Ou ils vont dire, on n'a pas de voyelle nasale. Je dis donc le mot on pour le fun. Put it on. OK, donc ta voyelle nasale, ça veut dire que tu n'as pas de graphème double pour un son sans son consonantique. Ça, c'est vrai. Mais le on, il est là. Le voile du palais descend pareil. Donc, c'est pas si différent que ça. C'est juste que la structure à l'écrit, elle peut l'être. Donc, quand tu l'explicites, ça va mieux. Donc, puis moi, j'explique le R, je montre comment gargariser, moi. Oui, vrai. Ça dépend où tu es. Il y en a qui vont le rouler. Il y a quelqu'un qui avait posé une question par rapport à l'écriture cursive ou imprimée, puis j'ai tenté de répondre, mais ça se lit gauchement. Là. Donc, la recherche qui a été faite disait que il y a des systèmes, par exemple en France, ils vont commencer avec l'écriture cursive dès le départ. Ce que ça a comme impact, c'est que les élèves ont moins tendance à faire des inversions parce que le P s'est enchaîné différemment que le G ou le Q ou le B. OK? Mais à part de ça, la seule grande différence que ça fait, c'est que quand on enseigne à imprimer d'abord, comme en lettres moulées, puis on le fait, c'est ce qu'on veut faire, puis on change de système. À un moment donné, on enseigne l'écriture cursive ou le script. Les élèves vont vivre une courbe d'apprentissage. C'est une nouvelle compétence. Donc, l'écriture va être moins belle, des fois c'est moins lisible, mais ça ne cause pas de difficulté. Ce qu'on sait par contre, c'est que ce qu'on voit à l'écran, c'est beaucoup plus fréquent de voir des lettres imprimées, mais que quand tu veux écrire quelque chose, la raison que l'écriture cursive existe, c'est pour des économies. C'est pour que tu lèves moins ton crayon ou ta plume, donc c'est censé de te faire gagner du temps. Donc, il y a eu des moments dans la vie de scolarité de mes enfants où on l'a enseigné, on ne l'a pas enseigné, je ne sais pas. Je pense que je vous dirais qu'ils impriment à peu près tous, puis ont développé leur propre façon de faire du cursif. C'est d'une importance un petit peu moindre, mais c'est sûr que ça n'a pas l'importance qu'on pense au niveau des difficultés. Une des choses dans la courbe d'apprentissage, c'est que c'est la charge cognitive s'en retourne sur le graphisme. Oui. Fait que quand tu fais ça en deuxième année, comment ça fait qu'au début de l'année, ils étaient super bons en, je ne sais pas, à écrire des mots, pas faire de fautes. Puis là, maintenant, ils font plein de fautes, ben ils sont en surcharge. Puis si on s'attend à augmenter la charge. Oui, si on s'attend à ce que la forme de la lettre soit parfaite, je ne peux pas vous dire combien longtemps j'ai travaillé. J'ai passé mes récrés en deuxième ou en troisième, j'oublie, là, à faire des S en cursif parce que je les arrondissais. Il fallait que ça prenait la petite pointe. Je comprends que ça prend la pointe, là, mais je l'ai travaillé longtemps, celui-là. Est-ce que j'y serais arrivé pareil? Je ne sais pas, mais vous avez raison. Donc, c'est juste Moi, les trucs que je fais pour l'enseigner, la cursive, c'est qu'il y a juste 3 traits qui relient les lettres ensemble. Il y a quelques lettres comme le K, puis le R, puis le S qui ne ressemblent pas exactement aux autres lettres, mais sinon, c'est la vague pour les lettres rondes qui commencent avec le cercle comme un A, un C, un D. Tu fais la vague, là, tu fais juste mettre ta lettre à l'intérieur. L'autre, c'est juste un petit trait qui monte, j'appelle ça la pente de ski. Puis là, après ça, j'ai le ski jump, celui qui monte pour les L puis les T. Mais c'est les seuls 3 traits qui relient les lettres ensemble. Fait que moi, je mets les lettres détachées, puis je leur fais juste leur montrer comment on les attache. Puis, c'est simple, c'est le fun. C'est vraiment simple. C'est juste 3 traits différents. Le K, comme je vous dis, le R, il faut jouer un petit peu plus avec. Là, sont différents. Alors ici, je m'excuse. Non, je voulais juste dire, il y a quelqu'un qui a dit c'est la première fois qu'on parle du lien économique dans l'écriture cursive. Économie de temps, là. C'est pas comme si on devient plus riche, on écrit en cursif, là, mais c'est parce qu'on gagne du temps. C'est un petit peu l'équivalent à quand on parle, on fait des économies. Je dis, regarde, je viens de dire, je dis. Je n'ai pas dit je dis, je dis. Donc, on fait ça aussi. C'est plus rapide généralement quand on a moins de moins de gestes différents puis de directions à évoquer en faisant les graphèmes, puis ta plume va mieux glisser si toutes les lettres sont attachées.
Je me suis déjà fait dire par un Michel Fayolle, un émérite français là, dans une formation ici, que l'entrée cognitive, quand tu écris en script, en lettres détachées, c'est la lettre. À chaque lettre, tu as une entrée cognitive à faire, tandis qu'en lettre cursive, c'est le mot qui devient l'entrée cognitive plutôt que, même si on a l'impression qu'on n'y pense pas, il faut replacer le crayon en bonne place à chaque fois qu'on le lève. Là, tu sais. Tandis que, justement, là, que l'écriture me semble être l'écriture plus naturelle, ben, une fois que tu as le mouvement, c'est certain que c'est plus l'économie, c'est plus facile. Merci. Une dame, Nadine, pose la question, est-ce que le ministère de l'Éducation va nous offrir les outils pour le dépistage précoce? Ils vont nous offrir une liste d'outils, mais pas les outils mêmes. Je crois pas. Alors, oui. Il y a certains outils qui ont déjà été... Si vous êtes en immersion, il y a des formations qu'on vient de faire, Literacy Leaders, les 2 sessions qu'on vient de passer sont enregistrées et le thème, c'est juste le dépistage précoce. 2 des enseignantes dans le groupe, il y a 3 enseignantes qui se présentent, les mêmes, qui vivent leur expérience en dépistage précoce. Et 2 de ces enseignantes-là sont en immersion. Alors, si vous êtes en immersion, vous voulez voir ces bandes vidéo avec les ressources qui sont indiquées, c'est très, 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 très bien. Mais des outils de dépistage précoce francophones pour nos élèves françaises, Lise et Michel, auriez-vous des indications? Dépistage précoce de quoi? Conscience phonologique. Non, mais regarde, ça peut être conscience phonologique, ça peut être des troubles de l'écrit, ça peut être en lecture, ça peut être plein de choses. Donc, différentes listes vont donner différentes choses. À ce que je comprends, oui, on travaille sur quelque chose. Je ne sais pas quelle forme ça va prendre, mais quand on a les connaissances, c'est sûr qu'on est capable plus facilement, comme ce que vous avez aujourd'hui, d'au moins réfléchir un petit peu à ce que vous cherchez à obtenir. Puis, à partir des indicateurs qui sont appuyés par la science, on peut y arriver. Donc, le but d'un dépistage, si c'est fait en maternelle, évidemment, c'est de trouver les élèves qui ont le plus de difficultés pour intervenir tôt. Puis pour ça, il faut qu'on passe par l'oral d'abord parce qu'ils arrivent en maternelle puis ce n'est pas donné qu'ils sachent lire un tout petit peu. Mais de là à dire, peut-être qu'en première année, il y aurait des indicateurs en lecture, écriture qu'on pourrait intégrer. Oui, ils ne sont pas nécessairement différents en immersion ou en français parce que la structure de la langue, elle est la même. Ce qui va changer, c'est le temps d'attente, le temps qu'on va mettre à intégrer les connaissances. Mais je vous ai déjà dit que dans nos écoles de langue française, ça ressemble beaucoup plus à ce que vous vivez en immersion que ce que les gens imaginent. D'accord. Merci. Une question intéressante. En 5e année, est-ce qu'on devrait envoyer des paquets de codes à la maison avec les enfants afin qu'ils puissent se pratiquer à identifier et utiliser les sons? Moi, je dirais, j'ai besoin de savoir si l'élève a de la difficulté effectivement avec ces compétences-là. Pourquoi il y a de la difficulté? Il faut que j'analyse l'erreur. Qu'est-ce qu'il dit au lieu de dire ce qu'il est censé lire? Okay? Qu'est-ce qu'il fait? C'est dans mon analyse. Je vais te dire qu'en 5e, puis même au-delà, je n'ai jamais fini de travailler sur le code. Je peux toujours aider un élève à faire des progrès, mais faire des choses à répétition, il a été dans la même salle de classe que tous les autres. Là. En faire plus de stratégies qui ne fonctionnaient pas, il faut changer nos tactiques à un moment donné. Là. Donc, il faut faire des papi popu en 7e, 8e, faites-en plus, s'il vous plaît. Là. Il y a d'autres façons d'y arriver. Donc, puis, tu sais, des codes, là, il faut faire attention. Là. Un AN, ça ne fait pas toujours un. Comment ça se fait que nos élèves, ils lisent ban-an? Tu sais, si tu envoies juste un AN, tu pratiques ça à dire 1, ben, tu n'es pas en train d'y donner le bon code. OK? Si tu mets un AI puis il rencontre I, ça ne fait pas E, là. Fait qu'il faut les mettre au minimum dans des mots. Puis, si c'est trop complexe avec les grands mots, faites des non-mots, mais donnez-leur les structures syllabiques appropriées. Fait que c'est pas juste random de donner des codes, là. Il faut faire bien attention à ça. Lise, as-tu répondu à la question au sujet de raconte-moi les sons et... Oui, j'ai juste dit, puis je pense que Michel a dit la même chose. Pour certains élèves, ça met en surcharge. Il faut que tu apprennes toute une histoire pour te souvenir qu'il y a un feu. Tu sais. Puis moi, l'exemple que j'utilise toujours, c'est que, comme par exemple pour le F, c'est feu, 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 feu. Il n'y a pas un mot dans l'image qui commence avec le son F.
Okay. C'est feu, je peux comprendre. Puis il y a plein d'élèves, ça marche bien. On l'utilise. Je ne veux pas dire que c'est un outil acheté, mais pas du tout. Mais sachez que si vous l'utilisez avec un élève en maternelle ou jardin, puis que lui, il a de la misère, c'est peut-être mieux d'aller directement avec un mot-clé, comme on fait dans Horton, là, comme on dit, c'est comme Michel, ou c'est maman, ou c'est mitaine, ou mouton, peu importe, parce que c'est un accès plus direct. La même façon que si je mets un beau code de couleur, puis il me dit que c'est l'orange, ben, il n'a pas appris ce que je voulais qu'il arrive. Fait que c'est juste attention à la surcharge cognitive. Mais quand tu es en maternelle jardin, puis tu as du temps, puis tu racontes des histoires, les histoires sont riches aussi, là. OK? Puis la majorité des élèves, ça va fonctionner, mais ça ne marche pas pour des élèves qui peuvent être en surcharge facilement. Là, c'est comme. Je pense à un enfant qui a un TDA, là, il n'est pas capable d'écouter toute l'histoire puis rester là. Fait que lui, peut-être qu'il n'apprendra pas son feu là, ou la lettre. Puis Michel a fait le commentaire que c'est en ordre alphabétique. Fait que ce n'est pas une progression à suivre. Là. Ça, c'est mon premier truc. Tu sais, si quelqu'un me dit, ben, est-ce que ça suit une progression? Comme Lise dit, vous ne m'entendrez jamais dire, jette le matériel à la poubelle. Il y a de bonnes choses à utiliser dans tout ce que j'achète. C'est juste que peut-être que je ne peux pas me fier à commencer au début puis terminer à la fin. Mais si je n'ai pas les connaissances pour le savoir, comment je fais pour le savoir? Donc, c'est sûr que ce n'est pas donné. Mais si c'est en ordre alphabétique, l'attrait, c'est que moi, je vais savoir où trouver. Tu sais, le système alphabétique, là, connaître ton alphabet, là, à part écrire ton nom, puis les lettres, puis taper, là, puis lire et écrire. La fonction là, de dire ton alphabet dans l'ordre, dans la séquence, puis les arcs de l'alphabet, c'est d'être capable d'utiliser ça comme système de classement. Avant les ordinateurs, on avait un système de classement. Donc, dans une ressource organisée de A à Z, moi, je sais que le J est à peu près au milieu, là, le M, tu sais. Donc, ça te permet de trouver les éléments. Mais si c'est classé en ordre alphabétique, alors que ça se vend comme une progression, j'ai un petit problème avec ça parce que ce n'est pas une progression. Ce n'est pas organisé dans l'ordre du début à la fin. L'autre, c'est vraiment au niveau de la fréquence. Si on se fie, il y a de belles listes. Hey, les listes de Springer-Charlotte, je les connais, Graphon, je connais tout ça, mais si c'est idéalement présenté en fonction de ce qui est le plus fréquent dans la langue, oui, la dominance, elle est importante, mais en même temps, ce n'est pas nécessairement ça qui est le plus simple à écrire pour l'élève qui débute. Donc, il y a le temps. On va avoir le temps tantôt là, de lui expliquer les choses plus complexes. Au départ, c'est la lettre, le nom, le son de la lettre, puis vraiment, dans une salle de classe, on a déjà eu le débat, bien, quelles son est-ce qu'on accepte pour le S ou pour le C ou le G? Puis moi, j'ai dit, il faut que tu les acceptes les deux. Parce que Céline va te dire que C, ça fait S. Puis Carole va te dire que ça fait que. Puis les deux ont raison. Mais si tu n'as pas présenté toutes les lettres avant, puis tu n'as pas fait le principe alphabétique, puis que tu as décidé que tu allais en avoir seulement 20, parce que la recherche dit 20, il y en a qui disent 15, 17, 20, peu importe. On ne les identifie pas. Si toi, tu prends la décision administrative que tu ne vas pas enseigner les moins communes, mais tu as un Alex dans ta classe, ou tu as un Eric avec un K, bien, tu n'as pas le X, tu n'as pas le K parce que c'est peu fréquent. Bien, il ne pourra pas te montrer qui c'est le nom et le son de cette lettre-là. Ça fait que lui, il n'en aura pas 20 sur ta liste. Il va peut-être en avoir moins. Donc, présentez-les toutes, mais ne vous attendez pas à ce qu'elles soient toutes maîtrisées avant la fin jardin. Puis les élèves vont avoir plus de facilité à reconnaître les lettres majuscules, même si elles sont moins fréquentes, parce qu'elles sont plus différentes au plan visuel. Oui. Mais il y a beaucoup d'autres questions là, qui entrent en jeu, puis je l'ai étudié la question pour être capable de dire que ce qu'on faisait, c'était vraiment axé sur la science. Donc, si vous voulez m'entendre parler plus longtemps là-dessus, ça se fait, là. Mais écoute, je pense qu'il n'y a pas de recette miracle, si on veut. Mais si je décide que j'évite de présenter 6 lettres, parce que la recherche dit 20, qui suis-je, moi, pour décider lesquelles des 20 lettres les élèves dans mon groupe vont maîtriser davantage? Surtout si la seule chose qui est saillante à cet âge-là, c'est leur nom. Donc, quelqu'un qui a un CH dans son nom va peut-être dire, bien, CH, ça fait chat. Puis c'est vrai. Donc, peut-être que tu fais une petite catégorie pour dire, elle l'a compris, ça. Elle a un petit point pour ça, il faut que tu mettes des points, sans l'enseigner au reste du groupe. Donc, il faut vraiment aller avec ce que le groupe donne. Puis le code, il n'est pas si complexe que ça. Là, les 26 lettres, c'est pas d'en mettre 6 dans l'année ou dans le 2 ans en jardin, de maths jardin, qui va vraiment placer l'élève en surcharge. Là. Faites le cycle, faites-les toutes. C'est pas parce que vous faites de la conscience phono que tu ne peux pas leur demander d'écrire une lettre qui pourrait représenter ce son-là. Rapidement, faites-les écrire. Sinon, s'ils n'écrivent pas en maths jardin parce qu'on s'éloigne de l'écrit, on va arriver en première puis ils vont avoir de la difficulté à faire ton mapping orthographique qui se fait dans la tête, là. Bien, il faut aussi que le geste moteur aille avec ça. Donc, tu es en train de vraiment installer des bonnes bases quand tu le fais. Puis la mémoire kinesthésique, c'est la plus forte.
Fait que si vous ne les faites pas écrire, pensez-y, vous ne pensez plus quand vous ajustez vos lunettes, vous grattez la tête, ou c'est la mémoire kinesthésique. Une fois que c'est automatisé, on n'a plus besoin d'y penser. Oui. Fait que c'est je vois A, je dis A, j'entends A, puis je fais A, ça va aider. Valérie a un commentaire, le nom de la lettre est important pour composante orthographique. Oui, on dit le nom et le son, mais les élèves qui écrivent avec le nom des lettres, ils ne savent pas écrire, là. Tu sais, bébé, ça serait 2B. Fait que quand tu as un élève en grande difficulté, moi, je favorise le son. Il n'est pas capable de se souvenir des deux, je favorise le son. Mais on n'utilise pas le nom des lettres pour écrire. On utilise le nom des lettres pour en parler. Mais quand on devient efficace, moi, si je veux écrire un mot, c'est vrai que j'évoque le nom de la lettre à ce moment-là, mais c'est parce que dans mon esprit, ça fonctionne bien. Oui, exactement. Pas dans l'esprit de l'élève en difficulté, malheureusement. L'élève en difficulté, souvent, va rester à un niveau plus précoce, comme quand tu étais plus jeune, probablement que je me servais davantage du son pour évoquer ce que la lettre allait faire. Donc, des fois, eux autres, ils sont encore là, où ils restent là plus longtemps. On espère qu'ils se rendent au point où, quand ils veulent épeler leur nom, ils vont écrire A, L, E, X, puis le dire dans leur tête. Mais des fois, ils vont faire A, L, X, puis là, ils vont écrire un K puis un S s'ils ont trop travaillé certains éléments. C'est des formes résistantes, mais c'est ça qu'on doit départager ce qui est facile pour nous autres, devenus compétents, versus ce qui est facile pour l'enfant. Il n'y a pas une sauce pour tout le monde. Tu sais. Si ça mélange un élève, tu vas choisir un des deux. Là. En parlant de kinesthésie, qu'est-ce que vous dites? Il y a quelqu'un qui demande au sujet des gestes Borel-Mezoni. Je ne les connais pas. OK. C'est âgé, c'est ancien. C'est ancien, mais c'est physique. Mais old is not always bad. Exact. Si ça fonctionne, faites-le. Mais si ça place l'élève en surcharge cognitive, abandonne. C'est ça, il faut avoir, c'est la précaution. D'accord. Je regarde les autres questions, puis je pense qu'on s'est adressé à tout ça. Alors, merci beaucoup tout le monde.